Des frappes israéliennes, donc une nouvelle fois sur l'Iran, et qui, Israël, n'entend pas diminuer l'intensité de son offensive. Bien au contraire, le ministre de la Défense israélien a promis ce samedi une accentuation des frappes contre le régime iranien. Ce sera, selon lui, pour la semaine prochaine. Écoutez-le. Cette semaine, l'intensité des frappes que mèneront les armées israéliennes et américaines contre le régime terroriste iranien et les infrastructures dont il dépend va considérablement s'accroître. La campagne menée par le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se poursuivra. Nous sommes déterminés à continuer de mener l'offensive contre le régime terroriste iranien, à neutraliser ses commandants et ses capacités stratégiques jusqu'à ce que toute menace pour la sécurité soit éliminée. Et on va continuer à évoquer cette guerre au Moyen-Orient, ces derniers développements et ses perspectives avec notre invité. C'est vous, David Régoulet-Rose, bonjour. Bonjour. Merci à vous de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions ce midi. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On le voit d'ailleurs à l'antenne, vous sortez un numéro consacré à ces bouleversements au Moyen-Orient dans votre revue. Première question avec vous, David Régoulet-Rose. On le disait avant votre intervention, ces missiles balistiques iraniens qui ont ciblé cette base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l'océan Indien. Alors, pas de frappe directe, pas de dégâts, mais c'est à quand même quasiment 3 à 4 000 kilomètres de l'Iran. Ça montre que ces frappes iraniennes, ces derniers jours, atteignent davantage leur cible. Ça veut dire que le régime a encore des ressources ? Ah oui, le régime a encore des ressources et d'ailleurs, le fait de cibler Diego Garcia qui est à 4000 km, effectivement, soulève des questions, puisque on pensait jusqu'à présent que la portée des missiles se limitait peu ou prou à quelques 2000 km. Et donc, effectivement, ça change un peu la donne. D'ailleurs, ça irait dans le sens du narratif du président Trump qui disait que c'était potentiellement une menace pour les États-Unis, même s'il ne faut pas exagérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ancien porte-parole Ali Mohamed Naini des forces de gardiens de la Révolution avait dit qu'il y aurait des surprises et des opérations complexes. Donc on peut penser que ça en fait virtuellement partie. Donc ça montre qu'il y a une résilience de toute façon, même s'il y a une économie des moyens, c'est-à-dire que c'est plus des frappes, on va dire, quantitativement importantes, mais elles sont plus précises et d'abord à la fois sur Israël et sur les autres pays. David Régoulet-Rose, je voulais vous faire écouter un petit morceau de son, comme on dit ici, dans le milieu de la télévision. C'est une intervention de Donald Trump qui multiplie, il faut bien dire, les signaux assez contradictoires ces derniers jours. Il a dit qu'il pourrait graduellement se retirer de ce conflit, et alors qu'il a dit exactement l'inverse après. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Écoutez, on peut dialoguer, mais je ne vais pas conclure de cessez-le-feu. Vous savez, on ne conclut pas de cessez-le-feu quand on est littéralement en train d'anéantir l'autre camp. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus aucune défense anti-aérienne, aucun radar, et leurs dirigeants ont tous été tués à différents échelons. Ce n'est donc pas ce que nous cherchons à faire. Voilà donc pour cette intervention de Donald Trump. On l'aura compris, David Régoulet-Rose. Alors il laisse entrevoir un retrait de ses forces, en même temps pas de cessez-le-feu du tout. Et il y a des rumeurs, en tout cas relayées par certains de nos confrères, je pense à l'agence Reuters, qui dit que les États-Unis enverraient un groupe d'assaut amphibie sur place. Est-ce que ça pourrait laisser envisager une intervention au sol, même limitée ? Ah oui, donc pour ce qui est du verbatim de Donald Trump, ça fait partie de sa rhétorique habituelle, qui est souvent un peu erratique, sinon contradictoire. Mais effectivement, il faut regarder les faits. C'est qu'il y a eu un ordre de mobilisation de deux unités de marine. D'abord, avec l'USS Tripoli, c'est la 31e unité de Marines qui vient accompagnée de 2 navires de soutien depuis les Philippines. Et puis, un nouvel envoi, l'USS Boxer, de la 11e unité expéditionnaire. Donc, ça veut dire deux corps de marine, en fait. Groupe amphibie, dans la perspective potentielle, effectivement, d'une opération au sol, justement, dans le Golfe Persique. Alors, à quel niveau ? Évidemment, ça soulève beaucoup de spéculations. Ça peut être sur l'île de Karg, qui a déjà été bombardée par les Américains. Ça peut être pour prendre le contrôle des rives du détroit. Donc, il y a beaucoup de spéculations, mais en tout cas, c'est
c'est pas le signe d'un retrait, manifestement, puisqu'il y a l'envoi, effectivement, de contingents terrestres, à vocation terrestre. Alors justement, vous évoquiez le détroit d'Ormuz, par lequel, on le rappelle, transite une grande partie du pétrole mondial et qui est quasiment de facto bloqué par la République islamique. Ça a des grosses conséquences sur le prix de l'énergie, notamment ici en Europe. Et les Européens, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule ces dernières heures. Est-ce qu'ils pourraient être forcés pas de rentrer dans le conflit de manière directe, mais en tout cas d'y participer indirectement pour combattre cette hausse des prix de l'énergie ? C'est une ligne de crête pour les Européens, parce qu'effectivement, depuis le début, ils ont une posture qui consiste à dire que la guerre leur a été imposée, dans ses conséquences, qu'ils ne veulent pas être partie prenante, donc certainement pas co-belligérants, et en même temps, leurs intérêts, c'est sûrement les Européens et les pays d'Asie qui sont les plus impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz, que n'a pas manqué de rappeler d'ailleurs le président Donald Trump. Et le problème des Européens, c'est qu'ils ont un déficit de hard power. Alors certes, certains pays ont des moyens relativement importants, comme la France, avec un porte-avions, des destroyers, mais on voit bien que cet enjeu de l'ouverture par où transite 20% du pétrole et 20% du gaz mondial, ce qui n'est pas rien, avec le Qatar, a des portées évidemment des conséquences qui sont mondiales aujourd'hui. On le voit sur les marchés, il y a déjà un effet prix, et la hantise évidemment des pays consommateurs, c'est une rupture des approvisionnements. Donc ça oblige à prendre des décisions qui sont inconfortables. Un autre front de ce conflit régional que je voulais évoquer avec vous, c'est le Liban, David Rigoulet-Rose. Alors on a vu qu'il y a eu ces derniers jours un déplacement du ministre des Affaires étrangères français sur place, Jean-Noël Barrot, qui s'est d'abord rendu au Liban, puis ensuite en Israël. Alors, en Israël, c'était une visite plutôt express, ça a duré à peine quelques heures, où il a rencontré son homologue. Quel rôle peut jouer la France sur place ? Est-ce que un rôle de médiateur pour parvenir à un cessez-le-feu, ou à minima que Libanais et Israéliens se parlent directement, ce serait déjà une grande avancée ? Oui, on a évoqué à un moment un plan français, mais en fait qui a été démenti pour un cessez-le-feu. La France, traditionnellement, est en soutien, évidemment, des autorités libanaises, mais a peu de moyens pour peser sur la situation, parce qu'il y a une dynamique militaire qui s'impose sur le terrain. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est toujours la question lancinante du désarmement du Hezbollah, et les Israéliens ne sont pas décidés à renoncer. Donc il y a l'idée potentiellement d'une zone tampon dans le sud Liban, en repoussant une grande partie de la population chiite du sud, mais avec les risques évidemment que ce type de vague migratoire fasse peser sur l'équilibre confessionnel du Liban, qui est un pays otage en fait de la situation, puisqu'il a un parti milice qui s'appelle le Hezbollah, qui est libanais, donc qui n'est pas étranger au Liban, qui n'est pas encore étranger, mais dont l'agenda est annexé sur celui de Téhéran. Et depuis évidemment des années et des années, le Liban se retrouve otage. Ce qui est nouveau, c'est que la population libanaise aujourd'hui ne reproche plus seulement aux Israéliens justement d'être les responsables exclusifs de la situation, mais retourne aussi cette responsabilité sur le Hezbollah. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre éclairage, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Encore merci à vous.